Quand on parle de sécurité au travail en France, on pense souvent à des règles, à une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une vraie philosophie, un cadre légal qui a un seul but, protéger tout le monde. Alors aujourd'hui, on va décortiquer les 9 principes qui sont vraiment le cœur de ce système. Et tout commence avec cette phrase-là, tirée directement du Code du travail. Attention, ce n'est pas juste une recommandation, c'est une obligation, noir sur blanc. Que l'employeur soit dans le public ou le privé, c'est pareil. Et la loi insiste bien, on parle de la santé physique, mais aussi mentale. C'est une responsabilité totale, sans discussion possible. Alors, voilà comment on va avancer. On va d'abord parler de cette fameuse obligation de sécurité. Ensuite, on va plonger dans le détail des 9 principes, puis on verra comment tout ça s'organise de façon logique. Et pour finir, un petit mot sur comment la prévention évolue concrètement. Ok, donc cette obligation de sécurité, c'est vraiment la base de tout, le socle. Et ça s'applique à tout le monde sans la moindre exception. Ça couvre tous les aspects du travail, que ce soit la machine qu'on utilise, les produits, ou même l'ambiance et les relations entre collègues. L'idée au fond, c'est de protéger l'intégrité de chacun. Pour que cette obligation ne reste pas juste un beau principe sur le papier, l'employeur doit mettre en place ce qu'on appelle une démarche de prévention. C'est pas une action ponctuelle, c'est un processus qui tourne en continu. En gros, on commence par évaluer les risques et à partir de là, on construit un plan d'action. Et le mode d'emploi officiel pour construire ce plan, ce sont justement ces 9 principes qu'on va voir tout de suite. Et voilà ces fameux 9 principes. Ils ne sortent pas de nulle part, ça vient d'une directive européenne qui a été intégrée dans le droit français. Ils sont la colonne vertébrale de toute la prévention. Et ce qui est super important de comprendre, c'est que ce n'est pas une liste à piocher au hasard. Non. Il y a un ordre, une hiérarchie, et c'est cet ordre qui fait toute la différence. Principe numéro 1. Le plus important, la règle d'or. Le meilleur moyen de gérer un risque, c'est de faire en sorte qu'il n'existe pas. Logique, non? Donc la toute première question à se poser, c'est toujours « Est-ce qu'on peut supprimer le danger à la base ?» Par exemple, en changeant complètement un processus de fabrication ou en automatisant une tâche qui est trop pénible. Bon, évidemment, on ne peut pas toujours tout éviter. Alors pour les risques qui restent, on passe au principe numéro 2. Il faut les évaluer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les identifier un par un et essayer de mesurer à quel point ils sont probables et graves. Et tout ce travail d'analyse, il n'est pas fait au hasard. Il est formalisé dans un document que beaucoup connaissent, du moins de nom, le fameux DURP, le document unique d'évaluation des risques professionnels. Troisième principe. Combattre les risques à la source. C'est une idée toute simple, mais fondamentale. Au lieu d'attendre que le problème soit là pour ajouter une rustine, une protection, on intègre la sécurité dès le départ. Dès la conception d'un espace de travail, dès l'achat d'une nouvelle machine. C'est beaucoup plus efficace et souvent moins cher au final. 4e principe. Adapter le travail à l'homme, et non l'inverse. Là, on est en plein dans l'ergonomie. L'idée, c'est que ce sont les postes de travail, les outils, les rythmes qui doivent être pensés pour les gens. Le but, c'est de réduire au maximum tout ce qui est pénible, répétitif, monotone, et qui peut user physiquement ou mentalement. Principe numéro 5. On doit tenir compte de l'évolution de la technique. Le monde du travail change à toute vitesse, la technologie aussi. Ce principe, il oblige à rester à l'affût, à faire une veille permanente. L'objectif, repérer les nouvelles machines, les nouveaux procédés qui sont plus sûrs, plus efficaces et qui peuvent remplacer les anciennes méthodes. Et ça nous amène directement au 6e principe. Remplacer ce qui est dangereux. C'est très concret, très pragmatique. On a un produit chimique qui est nocif, on cherche une alternative moins dangereuse. On a une vieille machine sans protection, on la remplace par un modèle récent et sécurisé. C'est simple, on cherche toujours à faire baisser le niveau de danger. 7e principe, et là on passe à une vision plus globale, planifier la prévention. C'est un point clé. La prévention, ce n'est pas juste une série de petites actions par-ci, par-là. Non, ça doit être une vraie stratégie, un projet d'entreprise qui est pensé, planifié. Et ça doit intégrer la technique, bien sûr, mais aussi l'organisation, les conditions de travail, les relations sociales, bref, tout l'environnement. Principe numéro 8, et celui-là il est fondamental. On donne toujours la priorité à la protection collective. Ça veut dire qu'une mesure qui protège tout le monde en même temps, comme un garde-corps pour éviter les chutes ou un système d'aspiration des poussières, sera toujours préférable à une protection individuelle. Le casque, les gants, le masque, ça vient après pour se protéger du risque qui reste malgré tout. Et on arrive au 9e et dernier principe, donner les instructions appropriées aux travailleurs. C'est la base. Tout ce système ne peut fonctionner que si les personnes sur le terrain sont bien informées. Il faut qu'elles comprennent les risques de leur poste, qu'elles connaissent les procédures de sécurité sur le bout des doigts. Donc la formation, des consignes claires, c'est absolument non négociable. Voilà, on a fait le tour des 9 principes. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils s'articulent entre eux, parce qu'ils ne sont pas juste posés là les uns à côté des autres. Ils forment une séquence, une démarche vraiment structurée et logique. Et si on devait résumer cette logique en 3 grandes étapes, ce serait ça. Priorité numéro 1, absolue, on essaye d'éliminer le risque, de le supprimer.
Si et seulement si ce n'est pas possible, alors on passe à l'étape 2. On met en place une protection collective. Et en tout dernier recours, pour le risque qui subsiste encore, on passe à l'étape 3, la protection individuelle. Mais attention, ce cadre n'est pas gravé dans le marbre. Il vit, il évolue, la loi le met à jour régulièrement pour qu'il colle aux nouvelles réalités du travail. On peut penser au télétravail, aux risques psychosociaux. C'est un système qui s'adapte en permanence. Un bon exemple, c'est la loi Santé au travail de 2021. Elle a créé des outils très concrets, comme le passeport de prévention qui permet de suivre toutes les formations sécurité d'une personne. Elle a aussi renforcé l'idée de mémoire en demandant de garder le DERP pendant au moins 40 ans. Et puis, elle a poussé pour la numérisation de ce fameux document pour qu'il soit plus accessible. C'est bien la preuve que cette démarche est vivante et qu'elle s'améliore sans cesse. Donc, pour résumer, ces 9 principes, c'est le socle, la grammaire de la sécurité au travail en France. C'est la loi, mais c'est aussi une méthode logique. Mais la vraie question, au-delà des textes, c'est peut-être celle-ci. Comment fait-on pour que ces principes ne soient pas juste une obligation, mais qu'ils deviennent une véritable culture de la sécurité au quotidien? Comment faire en sorte que tout le monde, chaque jour, se sente acteur de cette prévention? C'est sans doute ça le plus grand défi.